Vous êtes sur la Panafricaine Midi 1. Merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission, Le Débrief, pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. La mouture définitive du projet de la nouvelle constitution a été rendue publique le 21 octobre dernier au Gabon. Dans cette version révisée du texte qui avait été soumis et remis à la fin du mois d'août au président de la transition, les 173 articles proposent de doter le pays d'un régime présidentiel où la limite des mandats est renforcée et les conditions d'éligibilité sont légèrement assouplies. Dans une lettre jointe au projet, le Premier ministre exhorte désormais les Gabonais à en discuter et à l'approprier en vue du référendum du 16 novembre prochain. Le Gabon se prépare-t-il à ouvrir une nouvelle page de son histoire politique? On en parle en première partie d'émission. Le Sénégal vit sa campagne des législatives anticipées qui a été ouverte le 27 octobre dernier. Le 17 novembre également, les Sénégalais seront appelés aux urnes après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Bassirou Diomaye Faye en septembre dernier. 41 listes représentant une diversité de partis et de la coalition sont en lice pour obtenir une majorité au sein de l'hémicycle sénégalais. Comment aller vers des législatives inclusives, mais au-delà de ça, quel est aujourd'hui l'impact, l'enjeu de ces législatives anticipées? On en parle en fin d'émission avec mes invités du jour. Il s'agit notamment de Dr Christian Sambou. Vous êtes docteur en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir répondu à l'invitation de débrief. Bonjour Régis, c'est toujours un plaisir de partager un plateau avec toi. Plaisir partagé également, mon cher Sambou. Juste en face de vous, Joël Nathan, vous êtes analyste politique. Merci en tout cas d'avoir répondu à nouveau à l'invitation du débrief. Merci Régis. Merci. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Nous allons aller, comme je le disais dans mon introduction, au Gabon. Je démarre avec vous, mon cher Nathan. Alors, on parle aujourd'hui du référendum attendu pour le 16 novembre prochain. Quel est aujourd'hui, on va dire, l'enjeu de ces référendums et quelle analyse faites-vous justement de l'organisation de cet événement très attendu par les Gabonais? Alors, merci encore pour la question. Et il est important de relever le fait que la première chose, c'est que ça responsabilise la population, les populations, c'est donner une voix aux populations au moyen du référendum, de décider de leur avenir ou de l'avenir commun de la population et de la politique qui va diriger, on va dire, la nation pendant peut-être toute une vie, on va dire. Et la deuxième chose, c'est montrer aussi que les politiques pensent beaucoup plus à s'ouvrir, à inclure la population dans des décisions qui sont importantes. Maintenant, reste à savoir, est-ce que les moyens sont mis en place pour que la population ait tous les outils pour prendre des décisions qui sont réfléchies, pensées et bien analysées pour décider de la meilleure des manières. Alors, on parle également de la limitation des mandats présidentiels à 2 mandats successifs sans possibilité de révision. Comment effectivement cette loi pourrait influencer la stabilité politique du Gabon ? Alors, si on va dans un principe de bipolarité, généralement, du système, dire que le président en exercice a le droit de 2 mandats et ensuite ne peut plus se représenter, ça prouve déjà un certain équilibre qu'on n'avait pas avant. Puisqu'on a vu déjà plusieurs fois la multiplication des mandats, mais surtout aussi la capacité maintenant que la population aura de choisir son destin en choisissant un président. Le plus important dans cette histoire, c'est que le président ne pourra pas modifier la Constitution pour pouvoir se représenter ou pour pouvoir dépasser cette limitation de mandat. Et je pense que ça, c'est une avancée majeure. Le Gabon va potentiellement, mon cher docteur Sambou, tourner une page de son histoire politique le 16 novembre prochain. C'est la date annoncée pour ce référendum. Les Gabonais devraient se prononcer sur le oui ou le non pour l'adoption de cette nouvelle constitution. La démarche en elle-même, c'est vrai que Nathan est revenu un petit peu sur les enjeux, mais la démarche en elle-même, qu'est-ce que ça vous inspire? On a vu le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui, parler d'un Gabon nouveau. Ça passe effectivement par la modification, parce que le CTRI aussi vise la restitution des institutions. Alors, comme l'a rappelé mon confrère Joël tout à l'heure, le référendum, une élection est toujours un moment en fait important, un moment du peuple.
où là on montre tout l'aspect de la souveraineté en fait du peuple qui confère le pouvoir. Et donc en ce sens en fait le 16 novembre sera un moment très important pour les Gabonais. Juste rappeler que dans la démarche, il faut considérer en fait ce référendum comme une étape dans le long processus qui a commencé d'abord après des élections considérées comme non transparentes, donc contestées par la suite. Ensuite, il y a eu un coup d'État qui ouvre une page de transition politique, des consultations en fait populaires, une sorte d'assise qui aboutit en fait à une mouture constitutionnelle. Tout ce processus, d'un point de vue politique, démocratique, reste très très important pour ouvrir en fait des pages nouvelles de l'histoire politique du Gabon qui, en fin de compte, a connu très peu de transition politique. Donc je pense personnellement que le 16 novembre sera un moment, un nouveau départ dans le processus aussi de démocratisation du peuple gabonais. On ne peut que souhaiter en fait que ces élections, en tout cas référendaires, soient transparentes, s'ouvrent en fait à tous les partis, y compris les partis d'opposition gabonais, pour que le peuple puisse, en toute liberté, souveraineté aussi, s'exprimer. Mais ça reste un moment très important et c'est tout le mérite aussi de l'actuel président de la transition en fait Nguema. Justement, je reste avec vous, Dr Sambou. La création de 2 vice-présidents dans ce nouveau régime présidentiel vise-t-elle à renforcer, selon vous, l'exécutif ou à diluer certaines responsabilités au sommet de l'État? Alors, il me semble que le pouvoir, en tout cas le régime gabonais a toujours été présidentiel. Là, avec le poste de vice-président, on va vers un processus en fait de renforcement en fait de la centralisation aussi des pouvoirs, puisqu'en cas de vacances, ce n'est plus le président de l'Assemblée nationale ou le président d'une des chambres qui pourrait remplacer le président de la République, mais un vice-président. Le régime présidentiel en soi, le renforcement en fait des régimes présidentiels, leur centralisation n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Après nos indépendances, la plupart des États africains ont opté en fait pour de tels régimes à raison pour stabiliser les pouvoirs. Je pense que le contexte gabonais aujourd'hui, après une transition politique, aller dans ce sens de présidentialisme pourrait être quelque chose de bien. Mais on est au XXIe siècle, il faudrait de plus en plus penser aussi à l'équilibre des pouvoirs. Je ne dirais pas aller vers des régimes parlementaires, puisque ça pourrait permettre une fragilisation aussi de nos pouvoirs. Régime parlementaire canadien, anglais, de la Grande-Bretagne sont assez solides, donc le fait qu'à des élections, que le parti dirigeant perde les élections ne crée pas forcément d'instabilité, alors que chez nous en Afrique, ça pourrait effectivement créer une instabilité si on venait à basculer vers un régime parlementaire. Donc je suis pour le régime présidentiel. Après, de la manière dont la constitution gabonaise actuelle, la proposition a été écrite, je pense qu'il y a beaucoup de choses à amender, notamment sur la question de l'accession au pouvoir, mais aussi la question de la conservation du pouvoir. Donc il y a plein de choses à dire là-dessus. Plein de choses à dire là-dessus. Justement, mon cher Nathan, c'est un peu le ressenti de Gabonais du côté de Libreville. On voit également des activistes sur les réseaux sociaux qui parlent en fait d'une proposition. On rappelle déjà que les éléments de cette constitution-là ont été largement discutés lors du dialogue national organisé à Libreville. Et aujourd'hui, pour beaucoup de Gabonais, c'est encore un petit peu flou concernant ce référendum. Beaucoup estiment qu'ils n'ont pas assez d'informations pour pouvoir se décider le 16 novembre prochain. Qu'en est-il réellement du côté de Libreville, mon cher Nathan? Alors, parlons simplement d'informations. Je parlais tout à l'heure plutôt des outils de compréhension d'un texte, parce que nous sommes là quand même dans le texte fondamental de la nation. Il faudrait qu'avant que les gens décident du oui ou du non, ils sachent précisément à quoi s'attendre. Parce qu'il y a la nécessité, moi je pense que avant de voter oui ou non, même si 1 ou 2 articles ne nous conviennent pas, on a le droit de dire non.
parce que je disais, c'est le texte fondamental qui va conduire la politique de la nation pendant, on va dire, peut-être toute une vie, puisque il dispose qu'on ne doit pas remodifier cette constitution-là. Voilà un problème majeur, c'est que au niveau de la nation, donc du côté de Libreville, canton de Libreville, c'est un peu l'ensemble du territoire national. Est-ce qu'il y a des discussions ouvertes sur le projet de constitution, les 173 articles et surtout les majeurs, donc les articles qui parlent de la distribution de pouvoir, du maintien de pouvoir? Est-ce que c'est clair dans la tête des Gabonais? Est-ce qu'il y a des personnes qui en discutent? Et là, je viens parce qu'on ne va pas jeter l'anathème toujours sur ceux qui dirigent, mais il y a aussi justement la société civile. C'est le moment de la société civile de sortir pour parler aux populations. Oui, c'est le moment. C'est qu'aujourd'hui, les Gabonais sont un petit peu perdus. Ils ne savent pas exactement comment aborder effectivement ce référendum. Ce référendum, parce que justement les informations sont floues, elles apparaissent et des gens peuvent lire et ne pas comprendre. Donc c'est le moment même de ces fameux activistes d'utiliser de leur voix, pas pour critiquer, mais pour éclaircir les gens sur les questions et poser les bonnes questions. Je pense que ce projet de constitution a été déjà beaucoup retouché depuis sa sortie, depuis sa présentation, la première fois après le dialogue inclusif. Donc, c'est possible de le retoucher, mais il faudrait que les gens parlent clairement au sujet de ce qui dérange et maintenant proposer aux institutions et aux dirigeants quelque chose de nouveau et de fondamental. Et c'est pour ça qu'il parlait d'amendement, parce qu'effectivement, on a besoin d'avoir des idées claires, de savoir précisément à quoi s'attendre. Et maintenant, ça, c'est le rôle de tout le monde. C'est le rôle de la société civile, c'est le rôle des étudiants en droit qui comprennent un peu les textes fondamentaux, c'est le rôle des parents à la maison d'expliquer à leurs enfants qui sont en droit de voter. C'est le droit de tout le monde de prendre part à cette discussion-là et de la présenter, de l'analyser ensemble et de décider ensemble. On a un autre point, on a parlé de la limitation de mandat. Joël Nathan est revenu effectivement sur ce point-là parce que c'est l'un des points aussi phares de cette proposition de la nouvelle constitution gabonaise. Est-ce que la limitation de ce mandat-là à 2 mandats non renouvelables, est-ce que ça vient répondre quelque part aussi un petit peu aux aspirations de l'opposition, mais surtout de la société civile, qui estimait, parce qu'on est au Gabon, on a eu des mandats très longs, notre ami Nathan l'a encore souligné, est-ce que la limitation de mandat, ça vient un petit peu rassurer les Gabonais, mais surtout répondre aux aspirations, aux doléances, on a envie de dire, de l'opposition et notamment de la société civile? Je pense qu'il y a 2 éléments en fait dans la nouvelle proposition de constitution qui font modernité en fait dans ce que le peuple gabonais est en train de vivre. C'est effectivement cette clause d'intangibilité, mais aussi la clause d'éternité. D'abord, nul ne peut faire plus de 2 mandats successifs. C'est intangible. Et la clause d'éternité, c'est qu'on ne peut pas en fait modifier une telle disposition. D'accord? Le président ne le peut pas. Et donc, dans d'autres pays, en fait, c'est le cas dans un pays en fait, d'Afrique centrale d'ailleurs, où on appelle à une modification de la Constitution. Le fait qu'il n'y ait pas de clause d'éternité encourage certains présidents à rester en fait au pouvoir une cinquantaine d'années. Donc, en ce sens, c'est un pas en avant dans l'idée même en fait le principe de transition politique. Ça permettra par exemple, par hypothèse, si Nguema venait à se présenter, on sait qu'il ne fera pas plus de 14 ans en fait au pouvoir. Donc ça c'est quelque chose, me semble-t-il, d'assez important, mais qui répond aussi aux aspirations actuelles du peuple, au contexte actuel d'une jeunesse africaine qui a de plus en plus besoin en fait d'un renouvellement de pouvoir, la classe politique, et parce que nos dirigeants, nos leaders ne sont pas sont des observateurs aussi de la scène internationale. Quand on observe le Sahel, une des sources en fait des conflictualités au Sahel, c'est cette question aussi de la continuité de certains pouvoirs, de manque de transition. Exactement. Le Sénégal l'a vite compris et dans notre constitution de 2001, on a intégré en fait ces 2
enfin, on a intégré la clause d'intangibilité et Macky Sall, avec le référendum de 2016, a apporté la clause d'éternité avec l'article 103 où on ne peut pas modifier en fait le principe d'intangibilité. Donc pour répondre véritablement à votre question, Régis, c'est des aspects très importants qui sont attendus en fait dans les constitutions et ça donne une certaine modernité aux constitutions nouvelles. Après, il y a d'autres articles qui créent, voilà, qui suscitent des questions telles que la question de la nationalité, qui n'est pas forcément liée, corrélée à la question de la citoyenneté, parce que le Gabon, dans sa nouvelle constitution, reste très attaché au droit de sang, d'accord, à la question de la nationalité. Je pense qu'au XXIe siècle, avec nos évolutions politiques, il faut qu'on sorte de ça. Ouais. Je dois pouvoir, en tant que Sénégalais, parce qu'ayant vécu 40 ans en fait au Gabon, ayant la nationalité gabonaise, renoncer à une nationalité sénégalaise, je suis d'accord à ça, mais parce que j'ai vécu 40 ans au Gabon, Est-ce que ce sont des points qu'il va falloir revoir? Parce qu'il y a beaucoup de points aussi dans cette proposition-là qui font débat aujourd'hui, notamment ce point sur la nationalité. Oui, pas forcément les revoir. Je pense qu'il faut aussi faire confiance en fait tout en contrôlant, bien sûr, les politiques, nos dirigeants, les leaders. Il y a peut-être une raison pour laquelle, en fait, cet article, ce fameux article 43, où on parle des conditionnalités d'éligibilité, il faut être né au moins d'un parent gabonais, être marié à une gabonaise pour prétendre à la suprématie nationale. Il doit y avoir des raisons. Le Gabon reste un pays particulier en Afrique centrale. Les autres pays, bon, jusqu'au Tchad, ont connu en fait soit des coups d'État ou un remplacement avec Déby. Il y a une relative stabilité quand même au Gabon, donc la démographie n'est pas aussi grande que dans les autres. Il y a des enjeux de ressources. Exactement. Donc en termes d'accès et de conservation du pouvoir, il faut faire très attention. Et donc les constitutions étant les chartes fondamentales, il ne faudrait pas en fait que les constitutions soient très ouvertes au monde au point en fait que l'accès au pouvoir soit aussi permis. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire par là. Je pense que le pays a besoin d'atteindre une certaine maturité avant de s'ouvrir à la citoyenneté. Mais mon ressenti, ma position reste qu'il faudrait que de plus en plus qu'on sorte du droit de sang, de la question de la nationalité attachée à la question qu'elle soit attachée à la citoyenneté. Pourquoi c'est important, Régis? Pourquoi? Parce que dans certains pays, cette question de nationalité a été en fait germe de conflit. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, où durant 10 ans, en fait, le pays a été en conflit, puisqu'il y avait cette question de l'ivoirité. Donc, aux dirigeants gabonais, aux observateurs, à la société civile, de réfléchir à tout cela. Je ne dis pas qu'il faut bien sûr enlever cet article, ouvrir, mais il faut réfléchir à tout ça, voir comment on peut rester souverain, garder la nation souveraine, etc. etc. Et par rapport à ça, justement, parce que la proposition de cette nouvelle constitution fait également débat, on l'a souligné, au-delà des activistes, il y a l'opposition qui naturellement s'oppose à certains articles, notamment sur la concentration de plusieurs pouvoirs sur le chef de l'État. Que vous inspire déjà cette opposition gabonaise et notamment le fait, est-ce que vous trouvez que c'est légitime aujourd'hui que l'opposition décide de se lever et dire non à cette nouvelle constitution, notamment à certains articles? Alors, tout le monde a le droit de dire non. Déjà, je tiens quand même à relever cela. Tout le monde a le droit de dire non du moment où on n'est pas d'accord. Mais j'ai un grand problème. Le grand problème que j'ai, c'est le problème justement de l'opposition en période de transition. Parce que nous ne sommes pas encore dans un processus justement de polarité de l'État, de partage de pouvoir. Nous sommes dans une transition justement. Il ne peut pas avoir d'opposition à une période de transition. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'on a déjà un problème de compréhension des nations. Vous avez dit qu'on a le droit de dire non. Ils ne sont pas d'accord sur... On a le droit de dire non pour proposer. D'accord? C'est-à-dire par exemple l'article 43 qui a été déjà revu plusieurs fois parce que ce n'était pas ça à la base. À la base, il fallait être gabonais de père et de mère.
maires. Donc ça a été revu et retouché. Et là maintenant, il a parlé d'encadrer, de rapprocher la notion de nationalité, la notion de citoyenneté. Effectivement, on peut être même un national et pas être citoyen. Et on peut être un citoyen qui n'a pas peut-être le sang, mais qui a le cœur pour la nation. C'est possible. Donc, il y a cette importante notion d'encadrement. Donc, si les opposants qui s'opposent à la transition, ce que je ne comprends pas, veulent participer, qu'ils proposent clairement des options ou des alternatives à ce qui a déjà été fait, sans s'opposer de manière mécanique. Ils ont un problème avec la concentration des pouvoirs. La concentration des pouvoirs, on en vient. Nous sommes dans un processus, par exemple, il a parlé des régimes parlementaires. On ne peut pas prendre ce risque chez nous. Et je pense qu'on en a déjà discuté sur ce plateau, au sujet du Togo. On ne peut pas prendre ce risque parce que nous n'avons pas une maturité politique. Ce n'est pas le Canada, ce n'est pas l'Espagne, ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas Israël, où il y a une continuité de l'État. Généralement, chez nous, lorsque le parti au pouvoir arrive, on a la majorité aux législatives, on domine. Si c'est un régime parlementaire, on est foutu. Parce qu'on ne va pas continuer ce que les autres ont commencé qui était positif, on va bloquer tout ce que les autres ont fait. Exactement. Et on va vouloir... Donc, une concentration des pouvoirs de l'exécutif, ce n'est pas un péché. Les États-Unis vivent avec cela et ça évolue. On a des preuves, c'est la première puissance mondiale. Donc, si ça a marché pour certains, ça peut marcher pour nous aussi. Et je pense que c'est peut-être le meilleur contexte que nous pouvons avoir. Le meilleur, évidemment, que nous pouvons avoir en ce qui concerne le Gabon, le référendum annoncé pour le 16 novembre prochain. On marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. On parlera du Sénégal. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission, nous allons à présent nous intéresser aux législatives anticipées pour le 17 novembre prochain au Sénégal. Docteur Sambou, une ouverture de la campagne législative anticipée au Sénégal le 27 octobre dernier, justement. On a vu une ouverture assez mouvementée avec des oppositions entre coalitions. Que vous inspire déjà l'ouverture de cette campagne anticipée des législatives du 17 novembre prochain et ces actes de violence, quand on sait qu'avant, il y a eu le discours à la nation du chef de l'État qui appelait au calme pendant le déroulement de cette campagne anticipée des législatives? D'abord, le discours du chef d'État, donc qui est resté au-dessus de la mêlée, donc qui a appelé en fait à la responsabilité des acteurs politiques dans un contexte d'élection anticipée. Vous savez qu'il allait y avoir des défis, mais me semble-t-il en fait que les autorités et les différents services du ministère de l'Intérieur se sont assurés en fait d'appeler à différentes concertations dans un délai très court. Exactement. Pour qu'aujourd'hui qu'on n'ait pas de contestation particulière autour des listes ou autour de la question d'exclusion en fait d'un quelconque parti. En amont, un conseil constitutionnel qui continue aussi à jouer son rôle, donc en écartant la possibilité en fait des parrainages, donc en ouvrant finalement le jeu à tous les partis, donc une élection inclusive. Après, les violences à proprement parler sont consubstantielles au jeu politique et que la violence elle-même est parfois un moyen de faire la politique. Donc il y a des acteurs politiques qui vont même utiliser la violence comme stratégie pour soit gagner en visibilité ou défavoriser en fait l'autre partie. Je pense qu'on est dans ce cadre. Après, il ne faudrait pas dépasser les lignes rouges. Il ne faudrait pas que des violences préélectorales se généralisent dans la société au point en fait d'handicaper les sociétés. Et pour éviter cela, il faudrait que les autorités compétentes, les services compétents, notamment les ministères de la Justice, mais aussi de l'Intérieur et de la Sécurité publique, jouent tout leur rôle. Donc d'ailleurs, il y a un communiqué de ces 10 ministères-là qui ont circulé. En encadrant tout cela. Mais de manière générale, c'est une élection qui s'ouvre avec des partis qui sont en campagne déjà. Justement, on revient sur l'enjeu de ces législatives anticipées, mon cher Sambou. L'enjeu est très important. Il y a d'ailleurs plusieurs enjeux. Donc, il y a d'abord le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui est élu à 54% des suffrages exprimés. Donc, sur un projet clair de rupture
donc d'antisystème. Et donc, ça suppose l'antisystème, ça suppose la rupture, ça suppose des lois, des réformes profondes. Et donc, ces réformes, très souvent, passent par un pouvoir, c'est le pouvoir législatif, qui a le pouvoir, en fait, de légiférer, de voter les lois, mais de contrôler aussi l'action gouvernementale. D'où la question de l'anticipation des élections. Donc là, le premier enjeu, c'est véritablement pour le parti au pouvoir, le parti présidentiel, de gagner le maximum de sièges possible. Quand je dis maximum de sièges, c'est le 3/5 pour pouvoir faire passer les réformes. 3/5, c'est 99 sièges. On rappelle qu'il y en a 165. Il y en a 165, donc il faut au minimum 100 députés pour pouvoir espérer faire passer certaines réformes sans entrave. L'autre enjeu, c'est les Sénégalais régis se sont toujours plaints de la qualité ou du type de député qu'ils amènent en fait à l'hémicycle. Pas assez représentatif, pas assez qualifié, pas assez formé, et des députés qui se battent, qui se jettent des chaussures, qui s'insultent à longueur de journée. Il y a besoin là, à travers cette 15e législature, de montrer en fait qu'on peut avoir des députés experts, mais des députés aussi femmes de ménage, une mixité, une représentation en fait de la société, de sorte que les doléances populaires vont être représentées en fait à l'hémicycle, mais surtout des députés qui sont aussi en phase, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, en phase avec le nouveau modèle, c'est-à-dire cet esprit d'avancée, de transformation, qu'on puisse se retrouver autour de l'essentiel pour que les lois qui doivent être votées le soient, parce qu'elles sont dans l'intérêt en fait exclusif de la nation. Des Sénégalais. Justement, mon cher Nathan, on parle de ces législatives anticipées au Sénégal. Le PASTEF, Dr Sambou l'a encore souligné, c'est l'enjeu du PASTEF, le parti au pouvoir, en tête de liste Ousmane Sonko, le Premier ministre du Sénégal. Le PASTEF qui, on va dire, décide de faire un peu cavalier seul. Est-ce que c'est une stratégie plutôt intéressante ou risquée de la part du PASTEF d'y aller seul lors de ces législatives anticipées? Alors, la question, elle est quand même particulière parce qu'il y a un piège derrière. Oui, c'est un risque à prendre, mais il y a un piège derrière. Mais on va du fait que le PASTEF a eu 54% aux élections présidentielles. Ça veut dire que c'est possible. C'est possible de réussir ce challenge-là. Je pense que c'est un challenge personnel pour le parti et aussi un message. Je pense surtout que c'est un message important pour dire nous sommes légitimes, nous avons été choisis par le peuple et le peuple va confirmer ce choix-là. Donc je pense que c'est surtout cet enjeu-là qui est derrière. Après, il y a aussi la notion importante de savoir que derrière, on a le système législatif, mais on a surtout le peuple avec nous. Ça veut dire que quand on prend des décisions, on se rend compte que oui, c'est le peuple qui nous a choisis, c'est le peuple qu'on représente, c'est le peuple qu'on veut valoriser. Maintenant, moi je viens quand même jeter un peu de sable et dire qu'on a un problème parce qu'en réalité, si le président a dû dissoudre l'Assemblée, c'est parce qu'on a un problème encore de maturité. Parce que si le projet politique, de politique générale du gouvernement est clair et bon pour la population, les députés qui étaient déjà là devraient s'accorder. Oui, parce qu'on a eu l'impression qu'il y avait une sorte de cohabitation, cohabitation de pouvoir avec les députés qui s'opposaient à tout. Qui s'opposaient justement à tout et qui ont forcé le président à prendre ses décisions. Et après, ils peuvent traduire cela en disant le président fait un abus de pouvoir. Mais non, le problème c'est qu'on veut évoluer avec des mentalités nouvelles. Et il a parlé de quelque chose d'important, c'est la qualité des députés. Moi, je pense, j'ai regardé à plusieurs reprises certaines sessions. Le Parlement, c'était quand même un gros problème. Parce que le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, demandait de revoir le règlement au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée, on avait l'impression que ce sont des gens du quartier qu'on a pris et qu'on a jeté on a dit décider. Mais on se rappelle quand même que la Chambre de l'Assemblée nationale, c'est la chambre où on décide de la vie
de la population. Ça veut dire qu'il a raison quand il dit que tout le monde doit être représenté et la femme de ménage peut être représentée parce que dans la population, il y a des femmes de ménage, il y a des gens qui ne sont pas instruits, mais quand même, il y a la vie de la population. Il faut des gens qui ont déjà le cœur pour la nation, qui ont le cœur pour les autres et qui ne pensent pas qu'à leur ventre, qu'à eux-mêmes. Je reste avec vous, Nathan. Alors moi, la question que j'ai envie de savoir, c'est comment aujourd'hui ces législatives pourraient redessiner la carte politique au Sénégal. On parle des coalitions, on parle surtout aussi de trois têtes. Quand on parle de Ousmane Sonko, on parle de Amadou Ba, on parle aujourd'hui même de l'ancien président Macky Sall. Comment ces législatives pourraient redessiner la carte politique au Sénégal? Alors moi, je pense que ces élections-là vont seulement confirmer ce qui est, ou ont pour but de confirmer ce qui est, c'est-à-dire il y a un parti au pouvoir et il y a l'opposition avec l'ancien président Macky Sall qui n'a pas perdu la main à ce qu'on voit aujourd'hui. Effectivement. Voilà, il est encore très représentatif et encore très sollicité, on va dire. Et derrière, il y a monsieur Amadou Ba aussi qui sort du système. Donc on va dire que le peuple aussi va décider. Finalement, qui auront le plus légitime. Et je pense que à ce moment-là, c'est quand même important de suivre ça de très près. Et on parle justement de ces coalitions, Dr Sambou, parce qu'on a vu, on prend la coalition avec en tête des listes l'ancien président Macky Sall, Taku Walou Sénégal. Alors il y a évidemment certains dans les départements de Mbakel où il y a certains qui ont, on va dire, la disqualification de la coalition dans Mbakel et au niveau de la diaspora. Qu'est-ce que cela signifie, mon cher Sambou? Certainement, en fait, qu'ils ont dû déposer des listes en mauvaise forme. Ça peut être une explication. Je n'ai pas l'explication exacte au niveau de la direction générale des élections, donc que cette liste soit rejetée, ou en fait la coalition elle-même a décidé en toute liberté de ne pas présenter de candidats comme on a pu le voir, parce qu'ils sont en termes stratégiques dans le cadre d'une intercoalition. Il y a par exemple la coalition Jam ak Njariñ de Amadou Ba qui a décidé en fait de ne pas présenter de candidat au départemental de Dakar. Donc ça peut aussi être un jeu de stratégie. Mais si tu me permets, Régis, quoi qu'il en soit, parce que tu parles de la question des coalitions aussi, il faut s'apercevoir en fait qu'on a quand même sur les 41 listes, 23 coalitions. Ça fait quand même beaucoup et ça interroge en tant qu'analyste politique sur l'aspect d'abord du besoin de plus en plus grand pour les partis politiques de se coaliser pour conquérir le pouvoir. Parce que certainement il y a des enjeux ou des défis à la fois logistiques, des défis financiers, la question de la caution. Se mettre ensemble pour moins dépenser, c'est toujours intelligent, stratégique. Mais l'enjeu aussi par rapport à ces coalitions, c'est prendre le risque d'avoir des passagers clandestins, des gens qui dans ces coalitions ne vont rien faire, mais vont bénéficier en fait des flux du travail des autres. L'autre aspect, c'est, je pense que de plus en plus, et depuis l'avènement du président Macky Sall, on observe de plus en plus de coalitions, on entre dans une phase de crise aussi des partis politiques. Exactement. Parce que les partis classiques, que ce soit les partis libéraux portés par le PDS, mais aussi le PS, le parti l'idéologie socialiste, ces idéologies fortes sont en train de disparaître au point que des individualités émergent. Quand je parle d'individualité, il y a par exemple 12 entités indépendantes qui participent à ces élections. Ces individualités-là apparaissent et donc après il y a un cocktail en fait de coalition, il n'y a pas d'idéologie claire, de ligne claire, de programme clair. Tout cela dénote est symptomatique d'une crise politique que nous sommes en train de vivre et il faudrait que les autorités mais aussi la société civile sénégalaise commencent à réfléchir à tout cela pour assainir l'espace politique, l'espace des partis politiques, qu'on en vienne à avoir le minimum de partis politiques possibles mais qui ont des programmes solides parce que cela aiderait en fait le citoyen à mieux choisir. Oui, parce que même quand on a parlé de la liste, 41 listes au total, beaucoup ont estimé que c'était un petit peu
excessive évidemment comme liste, 41 mon cher Sambou. Après pour les législatives, chacun, la femme de ménage et le menuisier du quartier peut se lever et dire je veux représenter voilà, ma concession, mon quartier, etc. Pour les législatives, ça peut ne pas surprendre. C'est vrai que l'année 2022, on avait 8 listes sous Macky Sall, mais l'année précédente, on était quand même à 47 listes. Exactement. Donc, il n'y a pas de constance en termes d'analyse sur l'effet, le nombre des listes. Mais quoi qu'il en soit, et Joël l'a rappelé tout à l'heure, on a un quatuor qui est constitué en fait de Sonko, tête de liste, Amadouba, tête de liste, Macky Sall, tête de liste, et Barthélémy Diaz aussi, qui était de liste, qui me semble-t-il en fait voilà, vont polariser cette élection. Et donc, ça sera intéressant de voir la suite. On parle également d'Ousmane Sonko, tête de liste du PASTEF, le parti au pouvoir. On parle également de la coalition Takouwalou Sénégal, rappelons qu'il y a l'APR donc de Macky Sall, mais il y a surtout le PDS, le Parti démocratique sénégalais. Comment expliquer ce qu'on peut qualifier de double discours ou double jeu, tu me diras, mon cher Nathan. On parle évidemment de la guerre des intérêts, parce que le même PDS, rappelez-vous, messieurs, c'est ce PDS-là qui avait soutenu le PASTEF lors de la présidentielle, qui appelait à soutenir le président Diomaye Faye. Aujourd'hui, le PDS est du côté, on va dire, de l'opposition. Comment expliquer ce double jeu, mon cher Nathan ? Alors, en politique, est-ce que c'est un double jeu ou c'est un revirement? On laisse le bénéfice du doute. C'est-à-dire qu'on peut laisser croire que pendant les présidentielles, ils ont voulu suivre la volonté peut-être du peuple, la volonté populaire, c'est-à-dire de soutenir le président Ousmane Sonko et le président Diomaye. Mais, et peut-être qu'ils ont revu les conditions, mais aussi je pense que c'est surtout un enjeu d'intérêt politique. C'est-à-dire que maintenant, on peut rééquilibrer les cartes. On sait déjà qui a gagné les présidentielles. On va aux législatives, on peut rééquilibrer les cartes, peut-être donner plus de poids à cette opposition-là et puis voir comment se mettre dans la posture de ceux qui s'opposent et de voir comment limiter le pouvoir de ceux qui sont en place. Parce que c'est quand même important de savoir que cohabiter dans la politique, c'est aussi cette réalité-là de l'opposition et autres. Maintenant, après, est-ce que la finalité, c'est le peuple? C'est la bonne question à se poser. Est-ce qu'au final, on pense au peuple dans ces coalitions concrètes, dans ces arrangements concrets? Est-ce que vraiment on pense au peuple? C'est la question plutôt qu'on doit se poser. Exactement. Penser au peuple, mon cher Sambou. On a parlé évidemment de ces législatives anticipées. L'enjeu, vous l'avez encore souligné, il y en a tellement, mais je pense que l'enjeu majeur, vous l'avez également mis en lumière, c'est d'obtenir la majorité, en tout cas au niveau de l'hémicycle, pour le parti au pouvoir, le PASTEF. C'est la mission, en tout cas, que s'est assignée, le leitmotiv du président du PASTEF, donc Ousmane Sonko, tête de liste. Quel pourrait être un revirement? Supposons que le PASTEF aujourd'hui ne puisse pas avoir cette majorité, comment aujourd'hui aller dans une cohabitation de pouvoir au Sénégal? Est-ce que c'est réellement possible aujourd'hui? Parce qu'on a vu le référentiel de 2050 présenté par le président de la République, Diomaye Faye, et son chef de gouvernement, Ousmane Sonko. Il y a tellement de choses à dérouler, mais si au niveau de l'Assemblée nationale ça bloque, quelle pourrait être aujourd'hui la vision de ce pouvoir? Je pense que le parti au pouvoir, le régime actuel, perde les élections législatives, c'est une hypothèse difficile à envisager pour plusieurs raisons, parce que dans la culture sénégalaise... Le discours passe encore aujourd'hui? Le discours, oui, le discours on passe. On l'a vu déjà avec la rencontre à l'Arena. Oui, le discours passe. Sonko, c'est le leader Ousmane Sonko lui-même, mais au-delà du leader Ousmane Sonko, il y a une culture en fait électorale sénégalaise qui voudrait que l'exécutif venant d'arriver, en fait, qu'on lui donne toutes les cartes blanches
planche. Exactement. Tout le crédit pour dérouler. Son projet. Et puis le peuple observe pour sanctionner au bout de 5 ans, au bout de 10 ans. Donc Macky Sall a bénéficié de cela, Abdoulaye Wade a bénéficié de cela. Pour de simples chiffres, en 2012, donc à l'accession de Macky Sall à la suprématie nationale, il avait plus de 110 députés. Et donc il a remarqué la même chose. Donc juste pour dire en fait que dans la culture électorale du Sénégalais, il faut toujours donner l'Assemblée nationale en fait au parti au pouvoir, parce que c'est l'Assemblée qui vote le budget. Ensuite on a failli avoir cette cohabitation avec Yewwi Askan Wi Benno Bokk Yakaar en 2022. On était à 83 sièges contre 80. Quand on prend l'intercoalition Wallu Yewwi, en faisant référence aussi à la coalition PDS, Sonko, etc. Ouais. Donc que Joël soulignait tout à l'heure, les politiciens qui bougent par-ci par-là selon les contextes et les opportunités. Si on envisageait votre hypothèse, Régis, cohabitation, il y a un référentiel qui est en place. Déjà, ce serait une expérience nouvelle que le peuple vivrait. Et je pense qu'à partir de ce moment, les politiques prendront leurs responsabilités pour peut-être arriver à un autre niveau de démocratie que Joël soulignait tout à l'heure, cette question de maturité où même quand on est opposant, on doit pouvoir, autour de compromis, de négociations saines, pouvoir voter des lois qui sont dans l'intérêt en fait du peuple, et non être dans une position en fait de blocage du pays qui n'arrangerait personne. La grande question, c'est est-ce que le référentiel, le document qui a été proposé, est un document de parti politique ou un document d'un État-nation. Donc si un politicien député se dit en fait c'est un document pour l'ensemble des citoyens de l'État-nation sénégalais, donc on va y aller. Je travaille à ça. Il faut travailler à ça dans le sens de s'opposer pour proposer et pour améliorer le document. Et non pas s'opposer pour bloquer le document et s'attendre à l'échec de l'autre pour pouvoir revenir au pouvoir. Dans ce cas, c'est tout le monde. Est-ce que ce n'est pas l'impression qu'on a aujourd'hui? On a on va dire une opposition systématique, mécanique, on a envie de dire, de ce qu'on voit, l'opposition au Sénégal s'oppose un peu à tout. Et systématiquement. Alors, le régime passé, on avait cette opposition systématique, des majorités mécaniques aussi par rapport à certaines lois. Des lois sont passées là, le vote sur les OGM, la prolongation en fait du mandat du président alors qu'il y a une clause d'éternité, une clause d'intangibilité. On a vu tout cela et ça a créé en fait une crise. Il a fallu que le Conseil constitutionnel prenne ses responsabilités pour qu'on puisse sortir de cela. Donc plus jamais ça. Et pour cela, il faudrait des députés de qualité, comme on l'a souligné tout à l'heure, et il faut surtout une maturité en fait politique. Le député doit pouvoir se dire que je ne suis pas député d'un parti politique, je suis député de la nation. C'est la nation qui me confère un pouvoir. C'est pourquoi on a ce mode électoral par la proportionnelle et la majorité, parce qu'on considère en fait que la majorité pourrait ne pas suffire pour conférer tous les pouvoirs, ou parce que la majorité permettrait de choisir certains députés. Donc, pour équilibrer les choses, on crée une liste nationale proportionnelle pour que, au niveau départemental, oui, qu'il y ait des députés qui sont peut-être issus de leur localité, mais qu'on ait aussi des députés qui pourraient être issus du niveau national pour créer... Et justement, par rapport à ça, Nathan, on a vu également, parce qu'on reste sur le PASTEF, on a vu que la proposition des profils du parti au pouvoir, c'est des profils majoritairement jeunes. Est-ce que c'est important aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure, Dr Sambou est revenu sur cette maturité-là, que vous inspire déjà ce choix du PASTEF avec des profils potentiellement jeunes, mais avec un bagage intellectuel assez intéressant quand même? Alors je crois que ça c'est déjà dans la culture du parti à la base. Le parti lui-même est dirigé par des personnes jeunes, on va dire, et des experts dans leur domaine de compétences déjà. Donc je pense que c'est un parti qui en lui-même se veut équilibré dans sa gestion et dans la pratique de sa politique. C'est-à-dire c'est des experts. On a lui-même le président qui est un expert dans son domaine et ça fait qu'on a des intellectuels, on a des intelligences
qui sont jeunes, qui ont d'autres mentalités, qui ont d'autres visions. Et donc, je pense que c'est vraiment à encourager et c'est vraiment très, très bénéfique. Ce serait bénéfique pour la nation d'avoir ce sang neuf-là et des intelligences comme ça qui se présentent pour représenter l'ensemble de la nation. En tout cas, merci à vous, mon cher Nathan. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça allait très vite. Je rappelle que nous avons reçu Dr Christian Sambou. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation du débrief. Merci Régis. En face de vous, Joël Nathan, ça a été un plaisir de vous recevoir sur le plateau du débrief. Merci en tout cas pour l'invitation. Merci. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur nos antennes.